Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On a une heure ensemble. On va parler d'un thème qui me passionne. Moi, c'est mon métier au quotidien et je l'adore, c'est les levées de fonds et je vais essayer de vous donner les clés sur comment lever des fonds comme un boss. Euh, Ce que je vous propose, même si on est en visio et qu'on a le plaisir d'être à un certain nombre, et c'est super, c'est qu'on fasse un petit tour de table. Alors, peut-être pas nominatif comme on est un peu nombreux, mais ça peut me permettre de faire un petit sondage et normalement, dans le chat de discussion, vous pourriez répondre oui ou non. Donc moi, je mets hello. Alors déjà, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont déjà levé des fonds? Est-ce que vous pouvez me faire un petit oui si c'est le cas et un petit non si ce n'est pas encore le cas? Donc, beaucoup de non. Donc, et un, deux oui. Donc, j'en prends bonne note. Donc, je vais essayer euh, de bien vous préparer si vous n'avez pas encore levé des fonds et si vous en avez déjà levé pour d'autres levées ou voir confirmer ce que vous avez déjà fait. Ensuite, je voudrais savoir parmi vous, euh, qui a déjà un pacte d'associés, qui est déjà sensibilisé à cela, qui en a un concrètement? Est-ce que vous voulez mettre oui si vous avez un pacte et non si vous n'en avez pas? Donc beaucoup de oui ou en cours, donc c'est quasi oui. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de non. Il y en a qui n'ont jamais fait de pacte, c'est juste que pour que je puisse au mieux calibrer le propos, donc quand même quelques noms, mais plutôt beaucoup de oui. Et j'ai deux dernières questions, quand même quelques noms. OK. Deux dernières questions. Qui a des salariés? Mettre un petit oui si vous avez des salariés, non si vous n'en avez pas. Donc là, c'est partagé. Il y a quand même, j'ai l'impression que c'est 50-50. Peut-être 60-40 sur pas de salariés, mais il y en a plusieurs, c'est prochainement. OK, OK, OK. Dernière question. Qui a déjà réservé ses vacances d'août? Non, je rigole, pas besoin de répondre. Enfin, répondez si vous voulez. C'était pour faire une petite note d'humour. Euh, je vais me présenter en quelques mots et puis après, je vais entrer dans le vif du sujet. Ce que je voudrais aussi vous indiquer, c'est que le but, c'est que ce soit, hop, je mets une petite lumière, vraiment un workshop le plus vivant possible. Donc, n'hésitez pas sur le chat à poser des questions en direct ou même à intervenir avec votre micro. J'aurai plaisir à répondre aux questions. C'est vraiment l'objectif, hein, qu'on puisse faire ça le plus interactif possible. Donc, vous ne dérangerez pas. C'est bien le contraire. Vous enrichirez l'échange. Je m'appelle Serge, Serge Rodensweig, et moi je suis avocat au barreau de Paris, au barreau de New York. Et j'ai fondé un cabinet d'avocats qui travaille uniquement avec des startups. Donc on est un cabinet spécialisé, on n'est pas un cabinet généraliste. Et dans le cabinet, moi je m'occupe du département corporate qui s'occupe des choses suivantes. Tout d'abord de levée de fonds, c'est 70% de mes journées, les levées de fonds. Et puis après, les stock options, qui incluent les BSPCE pour les salariés, les BSA, ça peut être les divorces d'associés, les intégrations de late founder, comment on intègre un cofondateur alors qu'on est déjà un peu lancé. Ça peut être même des choses du quotidien, comment changer le siège social de la société, comment nommer un dirigeant, comment en radier un, comment approuver les comptes, c'est la question du moment. Voilà. Donc c'est ça le corporate. Et dans le corporate, la grosse dominante, c'est la levée de fonds et la vente de société. Voilà. Il y a ça également. Alors, je voudrais commencer l'échange avec vous sur qu'on se mette d'accord sur quelques définitions euh, parce que faire une levée de fonds, c'est comme un mariage, ça ne se fait pas tout seul. On doit lever des fonds avec des investisseurs. Euh, et donc, il faut qu'il y ait un match. Pour ceux qui connaissent la référence à Tinder, évidemment. Donc, il faut qu'il y ait un match avec un investisseur. Et pour qu'il y ait un match, eh ben, il faut savoir ce qu'on cherche en fait comme investisseur. Et je voudrais mapper avec vous trois types d'investisseurs. Est-ce que vous auriez trois types d'investisseurs à me donner? Est-ce que vous voulez mettre sur le chat ou intervenir, dire un type d'investisseur euh, voilà, et ce n'est pas une question piège. Hein, voilà, Business Angel, très bien, premier type. VC, deuxième type, tout à fait. Et c'est les deux plus grands. Et alors, Family Office, voilà, pour moi, c'est un cousin, c'est entre le Business Angel et le VC, donc tout à fait. Est-ce que vous en avez un troisième qui a quand même sa propre autonomie? Donc, Business Angel, VC, Corporate, exactement. Donc, si ça vous va, je vais les détailler un peu, qu'on soit d'accord sur les grandes lignes. Et ça me permettra aussi de vous donner quelques conseils pour tous ceux qui n'ont pas encore levé des fonds. Voilà à quoi vous attendre, les avantages, les inconvénients des uns et des autres et comment les identifier, parce que souvent, c'est ça le challenge. Donc, commençons par les business angels. Donc, les business angels, il faut démystifier le terme. Tout le monde peut être business angel. Business angel, ça veut juste dire que c'est quelqu'un qui investit son propre argent dans des startups. Quelqu'un, une personne physique.
pas une entreprise. Donc ça peut être vous, moi, votre collègue, votre ancien prof, votre ami, vos enfants, vos parents. Voilà. Donc c'est ça un business angel. L'avantage, c'est que normalement, ces critères de sélection sont souples. Ça ne veut pas dire qu'ils sont faciles, mais ça veut dire que c'est souple. Concrètement, s'il veut investir, il investit. Il n'a pas de reporting à faire, il n'a pas de thèse d'investissement particulière, sauf s'il s'en astreint une, mais enfin, il peut toujours changer puisque c'est son argent à lui. Hein. Demain, si vous allez au supermarché, bon, oubliez les contraintes alimentaires, etc. Enfin, vous pouvez acheter, vous achetez ce que vous voulez avec votre argent. Bah là, c'est pareil, vous achetez des actions dans n'importe quelle société quand vous êtes business angel. Donc vous, en tant qu'entrepreneur, c'est bien. Ça veut dire qu'a priori, quel que soit le type de société que vous développez, la maturité ou pas du projet, tout business angel peut investir chez vous. Ça ne va pas du tout être le cas avec un VC ou avec un corporate, pour lesquels, parfois, si vous n'êtes pas dans les critères, quel que soit le succès de votre société, le dossier ne sera même pas étudié. Avec les business angels, ce n'est pas le cas. L'inconvénient des business angels, c'est que comme c'est des particuliers, ils peuvent être un peu fortunés, mais en général, il faut en trouver plusieurs. Il faut trouver un groupe. Vous n'allez pas faire une levée de fonds en général avec un seul business angel, sinon ce sera vraiment l'exception. C'est que vous allez trouver le business angel très fortuné et ça ne sera pas la règle. Et donc, ça demande un peu de travail d'en trouver beaucoup, et puis il ne faut pas en trouver trop. C'est-à-dire que moi, je vous invite à ne pas avoir 45 investisseurs dans votre société. Si c'est la seule solution, pourquoi pas? Mais ça a des contraintes après d'avoir trop d'investisseurs. Donc, le challenge avec les business angels, c'est d'essayer d'en avoir un nombre raisonnable. L'autre challenge, c'est que comme l'investisseur, ça peut être monsieur ou madame Michou, Michu, comme on dit dans l'expression, eh ben, vous avez des comportements qui sont imprévisibles. Donc, il y en a qui vont très bien se comporter en tant qu'associés, qui peuvent même vous apporter plein de choses, si c'est comme on appelle de la smart money, si c'est des personnes qui, dans leur carrière, euh, font ou ont fait des choses qui peuvent être intéressantes pour vous. Très bien. Par contre, ils peuvent aussi avoir des réactions quand vous faites une autre levée de fonds, quand vous voulez vendre la société, quand vous voulez donner des stock options, quand vous voulez vous augmenter, qui ne soient pas alignés avec votre vision. Et qui ne soient pas alignés avec vos visions, pas juste parce que euh, il y a des goûts et chacun ses avis. Non, c'est parce qu'en fait, ils peuvent ne rien avoir compris. Euh, voilà, c'est pas des professionnels de l'investissement, il y a rien de scientifique derrière. Vous voyez bien quand vous travaillez, si vous y en a qui ont déjà été commerçants, ou même vous dans votre vie professionnelle, enfin, vous voyez bien, il y a tout pour faire un monde. Parfois, on tombe sur des idiots. Eh ben, vous pouvez tomber sur des investisseurs très compliqués. Statistiquement, on va dire que c'est à peu près 5% des business angels, mais le problème, donc c'est très faible, la plupart sont tout à fait normaux et cordiaux. Le problème, c'est que si vous en avez un au capital, son pouvoir de nuisance est tout aussi important que s'il y en avait 2, 3, 5. Donc en fait, que ce soit 5% ou 70%, si vous en avez un qui a ce problème-là, ça contamine toute la société. Donc c'est ça le sujet avec les business angels. Ensuite, les VC, alors les fonds. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez mettre sur le chat s'il y en a qui envisagent de lever avec des fonds? Parce que s'il y en a qui envisagent, je détaille. S'il n'y en a pas qui envisagent, je ne détaille pas. Donc j'ai un oui, deux qui pourraient envisager de lever avec des fonds, trois oui, je vois des oui qui arrivent. Bon. Alors, les VC, leur principe, c'est qu'ils investissent de l'argent qu'ils n'ont pas. C'est de l'argent qu'eux-mêmes ont levé auprès d'investisseurs. Donc, c'est des salariés à qui vous parlez dans les fonds. L'avantage, c'est que du coup, vous avez des gens qui ont le temps d'investir, ils n'ont que ça à faire, c'est leur métier. Ce n'est pas un business angel qui est jamais disponible ou qui est dans sa maison de campagne au fin fond de je ne sais où. Voilà, c'est des gens en âge de travailler, ce pas des gens qui ont 60, pardon, j'allais dire plutôt 95 ans, parce qu'il y a ça aussi dans les business angels, et c'est des gens qui ont l'habitude de le faire. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que les réactions que vous pouvez attendre sont à peu près prévisibles. Donc normalement, il y a moins de surprises et de mauvaises surprises. Par contre, la contrainte avec les business angels, les VC, c'est que ils ont des thèses d'investissement. Vous savez, il y a des VC qui disent, moi, je n'investis que dans la food tech, d'autres que dans le SaaS B2B. Et ça, c'est la thèse d'investissement de au moins 50% des VC. Donc si vous faites quelque chose d'un peu différent, votre dossier ne sera jamais étudié. Et donc, c'est une contrainte. L'avantage aussi des VC, c'est que comme c'est des institutionnels, les poches sont un peu plus profondes qu'avec des business angels, donc vous pouvez envisager de n'avoir qu'un seul VC, ou d'en avoir deux, mais en tout cas pas d'en avoir 28, ça n'existe pas. Alors, vous pourriez faire une levée avec 28 business angels. Enfin, les corporates. Alors, les corporates, qu'on s'entende, c'est les industriels. Est-ce qu'il y en a qui connaissent les challenges tout particuliers qu'il y a de lever avec des industriels, qu'on appelle aussi corporate? Est-ce que vous avez des idées, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier avec les corporates? Parce qu'il y en a, est-ce que vous le savez?
Peut-être avant de me lancer dans ça, pour voir si c'est pertinent que je le développe, cycle long, alors ça existe. Il y a- J'avais d'autres points en plus à indiquer. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui peuvent envisager de lever avec un industriel, un corporate? Est-ce que vous voulez mettre oui si c'est le cas, et si tout le monde me met non, j'en parle pas. Donc ça peut être une PME, hein, c'est pas forcément avec une société du CAC 40. Donc j'ai quand même déjà oui, donc je pense que je vais en parler. Ah bah, il y en a plein. Alors attendez, parlons-en. Parce que lever avec un industriel, c'est très, 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 très particulier. D'ailleurs, nous, au cabinet, euh, je vous ai expliqué qu'on gérait à 70% de nos temps des levées de fonds. On fait ça matin, midi et soir. On fait partie des gens qui en font le plus en France chaque année. Et ben, les levées de fonds, donc on a des budgets d'accompagnement. On dit, voilà, pour telle levée, c'est X euros. Et ben, sachez que quand il y a un industriel au capital, on, on facture un dépassement de plus 50%. Donc, c'est énorme, le dépassement. Ce n'est pas un petit dépassement. Alors, pourquoi? Pourquoi je vous donne cette information? Je vous la donne pour mettre en relief ce que je vais dire dans un instant. La levée avec un industriel n'a rien à voir avec un levée avec un business angel ou un VC. Si vous n'étiez pas au courant, que vous étiez entouré de gens qui n'étaient pas au courant, il faut les fuir, ces gens-là. La levée avec un industriel, elle a la contrainte suivante. C'est que ça peut être la fausse bonne idée. C'est ce qui peut tuer votre boîte si c'est pas bien géré. C'est pour ça que ça nous prend beaucoup plus de temps et d'attention. C'est pour ça que chez nous, c'est 50% plus cher qu'une levée avec des financiers. Euh, on en fait beaucoup de levées avec des industriels. Donc, on a énormément de retours d'expérience à vous transmettre. En quelques mots, je ne veux pas être trop long là, ce n'est pas un workshop entier sur comment lever avec un industriel. Et puis, j'ai eu plusieurs oui, mais ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de non qui ne vont pas lever avec un industriel. Mais sait-on jamais? Vous savez que parfois, vous pouvez avoir des relations commerciales avec un sous-traitant, avec un fournisseur, avec un client. Eh bien, il peut vous indiquer dans une conversation, ah bah tiens, j'aimerais bien investir chez vous. Ça arrive souvent de manière impromptue. Ou la condition pour être votre client, c'est que j'investisse aussi chez vous. Ça arrive beaucoup avec des grands groupes. Donc, même si vous ne l'aviez pas dans votre radar, je vous invite à être attentif à ce qu'on peut se dire dans un instant, parce que ça pourrait le devenir, et par surprise. Euh, un industriel, quand il investit chez vous, il faut lui poser la question, ou vous poser la question, si vous pensez qu'il ne va pas vous donner la vérité, pourquoi investit-il chez lui, chez vous? Un industriel, normalement, n'investit pas dans une startup pour gagner de l'argent. Un industriel, si on parle de la PME du coin, si on parle de Sanofi, de Air France, de Air Liquide, que sais-je, de CMA, CGM, a d'autres manières de gagner de l'argent. Pas mettre un effort gigantesque pour gagner quelques euros, même, ils vont, même un peu d'argent, 1 million, 2 millions en plus-value dans votre société, même 15 millions, ce n'est pas leur but. Ils sont sur des projets industriels gigantesques, c'est ça leur métier, ils ne sont pas financiers, justement. Donc, s'ils investissent chez vous, en général, c'est parce qu'ils envisagent, ils n'en sont pas sûrs, ils envisagent de vous racheter un jour. Or, quand on est acheteur d'un produit, on veut toujours acheter le moins cher possible. Quand vous allez au supermarché, vous ne demandez pas, bah, tiens, vous pourriez me faire des prix plus chers. Vous demandez forcément le prix le moins cher. Eh ben, ça va être pareil pour l'industriel. Donc, dans votre capital, vous aurez quelqu'un qui sera intéressé au fait que votre société soit vendue la moins chère possible, puisque c'est lui l'acheteur potentiel. Et c'est pour ça que dans les documents d'investissement des fonds d'investissement, les VC, il y a des clauses qui expliquent que si un industriel prend une action dans votre société, ils ont le droit, ils ne sont pas obligés, de sortir ces financiers. Parce qu'en fait, ça peut être la fausse bonne idée. Tiens, super, j'ai Carrefour qui a investi chez moi. Ah, mais moi, même si ça te promet plein de choses, moi, je sors en tant que financier. Je prends ma plus-value maintenant et je sors. Ça fait peur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lever avec des industriels. Je vous ai dit que nous, on en fait beaucoup et qu'on a en plus une grande spécialité là-dessus. Mais il faut le faire avec une attention très particulière parce que plein de droits dont on va parler dans un instant, qu'on donne de manière assez usuelle à des business angels ou à des VC, il ne faut absolument pas les donner à des industriels parce que le risque, quel est-il? Et je l'ai déjà vu avec des industriels qui ont pignon sur rue, hein. Je ne vais pas dire de nom, mais je parle vraiment de... Vous êtes client de ces entreprises, hein, où vous regardez leur chaîne de télé. Donc j'ai déjà eu des dossiers où ces industriels euh, eh bien, vont tout faire en sorte pour que la société ait un problème de trésorerie. Par exemple, elle va juste mettre des droits de veto sur les prochaines levées de fonds ou va affoler les personnes qui veulent investir. Et du coup, elle va pouvoir vous racheter pour 1 euro au tribunal de commerce. Alors vous allez me dire, c'est un peu paranoïaque, et puis s'il me rachète, bah, il me rachète, mais moi je pars en courant. Je l'ai déjà vu à de nombreuses reprises. C'est pas que dans ma tête, puisque c'est dans les documents standards d'investissement de tous les fonds d'investissement de être très attentif à l'entrée d'un industriel. Donc croyez-moi vraiment.
Et donc, cette dimension de attention quand vous faites entrer un industriel se traduit dans les documents où il y a plein de droits. Il faut tout regarder, non pas avec une loupe, mais avec un microscope. Ce droit-là, est-ce qu'il est dangereux de le donner à un industriel? Et la réponse est souvent, pour plein de choses, oui, alors qu'avec des fonds d'investissement ou des business angels, c'est absolument pas le sujet. Donc c'est pour ça que c'est une levée qui n'a rien à voir. Je fais une micro-pause. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques, même des retours d'expérience sur les sujets qu'on a abordés jusqu'à présent? Non? Alors je continue. Alors je vais entrer maintenant dans des choses plus juridiques. J'aimerais vous présenter les outils juridiques qui existent pour lever des fonds. Comment on fait pour lever des fonds? Alors, est-ce que vous arriveriez à me donner les trois outils qui permettent de lever des fonds, les trois manières de lever des fonds? Enfin, pour savoir de quoi je parle, par exemple, je vais vous donner le premier, c'est l'augmentation de capital. C'est la levée de fonds classique. Mais il y a deux autres manières de lever des fonds. Est-ce que vous les connaissez, si vous voulez les mettre dans le chat ou intervenir? Quelles sont les manières de lever des fonds à côté de l'augmentation de capital? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que si je vous parle de BSAR, vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous voulez mettre oui si vous en avez déjà entendu parler ou non? Oui. Donc il y a le BSAR. Et alors, quelle serait la troisième manière de lever des fonds qui est très à la mode en ce moment? C'est une méthode qui existe depuis longtemps. Est-ce que vous avez une idée de la troisième manière qui existe de lever des fonds? Alors, crowdfunding, en général, ça, en fait, c'est l'augmentation de capital. Donc, bien vu, mais en fait, je le rattache au premier thème. Est-ce que vous connaissez un troisième outil pour lever des fonds? C'est les obligations convertibles. Est-ce qu'il y en a qui en ont déjà entendu parler? Convertible note, exactement. Donc, plutôt pas entendu parler, ben, on est là pour le découvrir ensemble. Donc, ça vous va si je vois d'abord l'augmentation de capital, puis le BSR, puis l'obligation convertible? Et comme ça, bah, vous avez tout le menu pour faire votre levée de fonds. Voilà, choisissez votre outil le plus adapté. Voyez celui qui a les meilleures chances de succès auprès de vos investisseurs. Et je vais avoir plaisir à vous donner aussi des secrets sur ces manières de faire pour vous éviter des écueils qu'on voit trop souvent. Alors, l'augmentation de capital, c'est très basique. Le safe, c'est le BSR. L'augmentation de capital, c'est vous avez dans votre société un certain nombre d'actions. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple, vous avez 100 actions. Eh ben, vous allez décider avec un document juridique, un PV d'AG, d'augmenter le capital de 100 à 110. Et donc, vous allez créer 10 nouvelles actions que vous allez vendre à des investisseurs. Et donc, la société va empocher de l'argent pour ces 10 actions. C'est ça l'augmentation de capital. Une fois qu'on fait une augmentation de capital, on est associé avec l'investisseur. Donc, il est dans le capital. Il a 10% des actions, 10 sur 110. Et je voudrais porter à votre attention un point important, c'est la, la fixation de la valorisation. Parce que quand on fait une levée de fonds en augmentation de capital, il faut fixer une valorisation qu'on dit souvent une valo. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une valorisation pleinement diluée ou en anglais fully diluted? Est-ce qu'il y en a qui en ont déjà entendu parler? Est-ce que vous voulez mettre oui ou non? Comme ça, je vois quel degré de précision je dois apporter. Donc plutôt non. Alors, je vais vous éviter avec ça va être le premier secret, on va dire, euh, de vous faire bisuter euh, par des investisseurs. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés au restaurant aux États-Unis? Vous savez que quand on va au restaurant aux États-Unis, dans la carte, il y a écrit que votre Big Mac, ou votre plutôt mauvais exemple, parce que ça, c'est McDo, mais que sur place, que votre plat, quel qu'il soit, il est à 19 dollars, et puis à la fin, vous ne comprenez pas, quand vous passez à la caisse, vous en avez pour 28 dollars. Parce qu'en fait, c'était un montant hors taxe. Plus, il n'y avait pas les serveurs. Pourquoi je vous parle de ça? En fait, pleinement dilué, la valorisation pleinement diluée, ça va avoir le même effet. Vous pensiez que vous leviez à une certaine valo, vous pensiez que vous donniez par exemple 20% du capital et vous ne savez pas ce qui se passe à la fin quand vous arrivez à la caisse. Vous ne donnez pas 20%, mais vous donnez 25% du capital. Euh, donc il faut être très attentif et je vais vous dire ce que c'est, comme ça va vous éviter la mauvaise surprise. Donc, soit vous le négociez en amont, soit ce n'est pas une surprise, vous étiez au courant qu'il y avait quelque chose en plus. Euh, la, la valorisation pleinement diluée, comment elle marche? En fait, le but du jeu, c'est de trouver
le prix d'une action. Combien vaut une action et du coup, combien l'investisseur va dépenser pour acheter une action de votre société. Et du coup, l'investisseur ensuite va faire une division, il va diviser le montant qu'il voulait investir par le prix d'une action. Et comme ça, on saura combien d'actions il achète. Donc, comment on sait combien coûte une action dans votre société? On prend la valorisation et on la divise par, et c'est là où il y a deux manières de faire, soit on la divise par le nombre d'actions qui existent avant votre levée de fonds, soit on la divise, la valorisation, par le nombre d'actions qui existent avant votre levée de fonds, plus les stock options qui existent déjà ou qu'on crée pendant la levée de fonds, les BSPCE. Et c'est pour ça que si on crée un gros pool de stock options, de BSPCE, il y a plein d'investisseurs qui vous disent partager du capital avec des salariés. Et bien en fait, à la fin, si vous avez suivi ma fraction, valorisation divisée par nombre d'actions plus stock options, et ben ça fait un chiffre plus faible. Si j'augmente le dénominateur, le résultat est plus faible. Et donc, avec un tour de passe-passe, on baisse comme ça le prix de peut-être 5, 10, 20%, voire plus, ça dépend du chiffre qu'on met, alors qu'on a toujours la même valo. Et donc, quand vous négociez une valorisation, je vous invite à finir votre phrase. Il faut dire si c'est une valorisation pleinement diluée, donc on inclut les stock options, ou non diluée. C'est comme si je vous donnais un budget, un devis. Je vous dis si c'est hors taxe ou TTC, c'est pas la même chose à la fin. Eh bien, pareil, finissez votre phrase. Valorisation pleinement diluée ou non diluée. Parce qu'en fait, si vous ne la finissez pas, l'investisseur ne va pas la finir non plus. Par contre, vous verrez que quand vous aurez à la fin le nombre exact d'actions que vous lui donnez, dire c'est bizarre, c'est pas ce que j'avais en tête. Et non, parce que lui, il pensait au hors taxe et vous pensiez au TTC. Tant pis pour vous, vous êtes fait bisuter. Et ben, grâce à ce qu'on vient de se dire, si j'ai été clair, et ben, c'est pas vous qui vous serez bisuté. Bien au contraire, vous gagnerez non seulement en actions, donc vous perdrez moins de capital, mais vous gagnerez en crédibilité vis-à-vis de votre investisseur. Et ça, c'est très important. Ça vous aidera pour la négo et toutes vos relations futures avec l'investisseur. Est-ce que vous voulez que je revienne sur un point, parce que c'est un peu mathématique et dites-moi, je fais une petite pause. Pas de questions particulières? Alors, je continue. Maintenant, je vais voir le BSAR. Est-ce que parmi vous, il y en a qui envisagent de faire du BSAR? Est-ce que vous voulez me mettre oui si c'est oui, non si c'est absolument pas le sujet? Ok, donc plusieurs oui, pas mal de oui. Donc le BSAR, c'est quoi? Déjà, je vais vous écrire comment ça. Je vais écrire le mot, les mots, du coup, c'est BSA plus loin AIR, hein, c'est pas la lettre R. Donc, le BSAR, ça nous vient de la Silicon Valley, ça nous vient du Y Combinator. Ça nous vient du Y Combinator et ça marche de la manière suivante. Vous allez recevoir l'investissement, donc vous recevez les fonds, et au lieu de donner des actions, vous allez donner un bon pour action. Un peu comme pour un anniversaire ou à Noël, quand vous n'avez pas le temps d'acheter le cadeau, vous écrivez sur un bout de papier bon pour le cadeau. Et bien là, c'est pareil. Vous allez dire à l'investisseur que vous n'avez pas le temps de lui faire des actions, vous allez lui donner un bon pour action. L'investisseur aura ses actions à la prochaine levée, euh, selon plein de paramètres dont on va se parler dans un instant. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et quel est l'avantage? Tout d'abord, ça a l'avantage que tant que vous n'avez pas donné les actions, en fait, l'investisseur n'a pas d'actions, hein, n'est-ce pas? Donc, il n'est pas au capital, vous êtes toujours chez vous, tout seul. Deuxièmement, si vous envisagez de faire des stock options pour des salariés ou si vous envisagez de faire intégrer un late founder dans votre société, euh, au niveau du prix que vous demandez à vos salariés pour acheter des stock options ou au prix que vous souhaitez fixer avec votre futur cofondateur. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est plus facile si vous n'avez fait que du BSR plutôt que une levée ou une augmentation de capital. Alors, je vais répondre à la question sur les BA disent qu'ils n'en veulent pas et je vais vous parler des aspects négatifs sur le BSR. Donc, j'y viens dans un instant. Merci pour la question. Je vais la remonter, du coup, l'aspect négatif. Comme ça, vous êtes au courant tout de suite et je réponds à la question. Les autres avantages du BSAR, avant de vous dire les inconvénients, c'est que ça vous coûte moins cher concrètement. Les frais d'avocat, c'est beaucoup moins sur les BSR. Nous, c'est vraiment très très peu onéreux par rapport à une levée classique. Parce que ça prend moins de temps. Donc, on ne va pas facturer du temps qu'on ne passe pas. Forcément, le budget, il est plus simple. Si vous demandez à quelqu'un de repeindre un appartement de 3 mètres carrés ou un appartement de 350 mètres carrés, ce ne sera pas le même budget du peintre. C'est pareil avec le BSAR. Moi, vous me demandez de repeindre que des petites toilettes et pas de refaire l'appartement. Et en plus, c'est plus rapide. Donc, vous pouvez lever des fonds plus rapidement, donc c'est tant mieux.
Et vous pouvez même lever des fonds au fil de l'eau. C'est-à-dire un matin, vous faites un BSR avec une personne, le lendemain avec une autre, dans 3 mois avec un autre, sans faire de formalité au greffe. Alors qu'avec une augmentation de capital, il faut que vous ayez rassemblé tous les investisseurs au même moment. Donc ça peut vous contraindre à du coup faire patienter des gens en attendant d'autres investisseurs et au final perdre les premiers. Donc l'image du panier percé, le BSR, ça vous donne une solution là-dessus. Donc d'ailleurs, si vous avez déjà des investisseurs prêts à investir, mais que vous n'avez pas encore la totalité, pensez au BSR parce que ça peut être votre solution pour d'ores et déjà sécuriser l'argent. Quels sont les inconvénients? Tout d'abord, le premier inconvénient, il est psychologique. Si je vous propose un bon pour action ou des actions, vous choisissez quoi? Bah, les actions. Si je vous propose un bon pour euh, un voyage à Tahiti où, ça y est, vous l'avez le voyage, oubliez les contraintes personnelles, professionnelles, familiales. Imaginez que vous n'avez rien à faire et pas de contraintes et que vous pouvez partir tout de suite et que vous ne demandiez que ça, bah, vous le prenez. Et ben, c'est pareil, l'investisseur, lui, s'il met de l'argent et vous lui dites bah, tu ne lui donnes qu'un bon pour action, au plan psychologique, il aime moins bien. Il faut du coup le convaincre de l'avantage. Ça va coûter moins cher à la société, les fondateurs vont passer moins de temps, donc ça veut dire que son argent sera mieux utilisé, plutôt utilisé pour bien développer le projet, plutôt que payer des frais d'avocat ou des frais de greffe. Et le fondateur, il va mettre son énergie à trouver des clients, à recruter, plutôt qu'à faire de l'administratif, du juridique. Donc normalement, l'investisseur, vous arrivez à dépasser cette première contrainte psychologique en lui expliquant qu'il faut qu'il voit plus loin que le bout de son nez. C'est moins bien pour lui, mais c'est mieux pour le projet, le BSR. Le deuxième point, il est plus compliqué à faire passer auprès de certains investisseurs, c'est la fiscalité. En effet, il y a des dispositifs de réduction d'impôt à l'impôt sur le revenu et il y a une incertitude sur l'éligibilité à cette réduction d'impôt si on utilise le BSR. Alors, tous les investisseurs n'utilisent pas cette réduction d'impôt. Un, parce qu'il y en a qui ne la connaissent pas. Deux, parce que parfois on n'est pas éligible. Trois, parce qu'il y a des seuils maximums. Donc, si on investit dans plein de sociétés, en fait, on a déjà explosé le seuil. Quatre, il y en a qui veulent juste pas défiscaliser, ils veulent pas attirer l'attention auprès de l'administration fiscale ou faire des papiers en plus. Donc, c'est pas comme ça qu'ils veulent gagner de l'argent. Ils veulent gagner de l'argent grâce à des bons investissements, pas en gagnant quelques euros d'économie d'impôt. Euh, et donc, cet aspect fiscalité, tout d'abord, c'est pas un no-go absolu, c'est juste incertain. On pourrait détailler cela si vous voulez. Et deuxièmement, c'est pas tout le monde. Euh, Normalement, vous n'êtes pas un produit de défiscalisation. Donc, qu'ils aillent voir plutôt leur banquier ou leur banquière s'ils veulent faire de la défiscalisation. Donc, ce n'est pas un no-go absolu, mais c'est forcément un peu plus difficile à dépasser parce que si un investisseur qui dit je veux absolument défiscaliser, on peut le comprendre. Et ce sera compliqué pour vous de lui donner pleinement satisfaction. Euh, sur le BSR, à quoi ça sert? C'est énormément utilisé pour l'amorçage, donc pour les levées de fonds, on va dire jusqu'à 1,5 million d'euros. Si vous voulez lever jusqu'à 1,5 million, sachez qu'il y a énormément de levées jusqu'à 1,5 million en BSR. C'est énormément utilisé aussi pour des bridges, quand vous êtes entre deux levées. Je pense que c'est moins votre cas, puisque je crois avoir relevé que vous n'étiez que 2-3 à avoir déjà levé. Donc, mais voilà. Ou si vous n'arrivez pas encore à faire votre gros tour de table, pourquoi pas faire un bridge, même si vous n'avez jamais fait de levée de fonds. C'est en fait une levée intermédiaire. C'est l'image du pont entre là où vous êtes et un événement plutôt proche, mais qui n'est pas encore là, la prochaine levée. Parfois aussi, quand vous faites une très belle levée, par exemple une série A, vous publiez dans les news que vous avez fait votre levée de fonds et tout de suite, vous allez avoir des investisseurs internationaux qui vont venir vous demander bah, moi, je veux investir. Et ben, parfois, vous dites moi, je viens de lever des fonds, je n'ai pas besoin d'argent, je suis déjà plein. Et ben, prenez-les peut-être en BSAR, c'est aussi une technique. Alors, euh, comment ça marche le BSR? Je vais vous donner un exemple. L'exemple, c'est vous recevez, euh, je le note en même temps, comme ça je ne m'embrouille pas dans les chiffres, 100 000 euros en BSR. On est d'accord? En échange, vous donnez un bon pour action à l'investisseur. Voilà. Et l'investisseur, à la prochaine levée de fonds que vous faites, on va se poser la question de comment on convertit ce BSR en action. On va faire la chose suivante. Je vais continuer avec un exemple chiffré. La prochaine levée de fonds, vous la faites sur une valo à 10 millions d'euros. Et dans le contrat de BSR, vous avez organisé ce qu'on appelle une réduction de 20%. Donc l'investisseur qui a investi en BSR, il va convertir à la prochaine valorisation 10 millions d'euros, mais avec une réduction de 20%,
parce que c'est justement la carotte que vous lui avez mis pour qu'il investisse d'ores et déjà en BSR. Il investit avant les autres, donc il a une réduction de 20% le jour où on lui donne ses actions. Donc en théorie, il doit convertir sur quelle valorisation l'investisseur en BSR? Est-ce que vous avez le chiffre? Si vous voulez le mettre dans le chat. Donc l'investisseur, il convertit sur une valorisation de 8 millions d'euros, puisqu'il est censé convertir sur la valorisation de la levée à 10 millions d'euros, mais il a une réduction de 20%. Donc ça fait 8 millions d'euros. Est-ce que vous êtes clair sur ça ou est-ce que vous voulez que je le reformule? Parce que je peux le reformuler. Parce que si ça, c'est pas clair, l'étape d'après ne pourra pas fonctionner. Je vais faire un autre exemple. Vous levez des fonds aujourd'hui avec un investisseur, d'accord, en BSR. Donc vous lui donnez quoi en échange? Vous lui donnez un bon pour action, vous ne lui donnez pas des actions. À votre prochaine valorisation, vous faites une levée sur une valorisation à 5 millions d'euros. Et vous aviez promis à votre investisseur en BSR une réduction de 20%. Quelle est la valorisation appliquée à la conversion du BSR? Est-ce que vous avez le chiffre? 4 millions d'euros, exactement. Donc lui, il paye un prix de 4 millions d'euros de valo, tandis que les nouveaux, qui n'ont pas mis leur argent en BSR, payent 5 millions d'euros. Maintenant, il y a des paramètres en plus qu'on ajoute. On ajoute le cap. On va se fixer dans le contrat avec le BSR un maximum au-delà duquel l'investisseur ne pourra pas être contraint d'aller. Donc, si je reprends mon deuxième exemple, celui où la réponse c'était 4 millions d'euros, si je mets un cap à 5 millions d'euros, pardon, à 3 millions d'euros. Donc, je reprends l'exemple. Vous avez un investisseur qui vous a mis de l'argent, vous lui avez donné un bon pour action, vous levez la prochaine levée sur une valeur à 5 millions d'euros. Il y avait un discount de 20%, donc normalement, il convertit à 4 millions d'euros. Or, vous aviez dit qu'il ne pouvait pas être converti sur une valorisation supérieure à 3 millions d'euros. Quelle est donc la valorisation de conversion définitive de l'investisseur? Est-ce que vous avez le chiffre? 3 millions d'euros, exactement. C'est pas plus compliqué que ça. Sachez que je ne pose jamais de questions pièges. Donc, si la réponse vous paraît évidente, c'est que c'est la bonne réponse. Donc, c'est 3 millions d'euros. Est-ce que c'est clair ou vous voulez que je reformule? N'hésitez pas, hein, je suis là pour vous. Hein. Moi, je fais ça tous les jours pour moi. Ne m'embêtez pas. Si vous voulez que je donne un autre exemple, reformule, je suis uniquement là pour ça. Exactement. Il n'y a pas de valorisation lors du BSR. Donc, ça vous évite en plus des débats comme ça éternels, impossibles avec votre investisseur. Alors là, je vous ai parlé cap et floor, c'est la même chose. Alors, le cap, c'est ce qu'on vient de dire. Et le floor, j'en ai pas parlé pour l'instant. Le floor, c'est l'inverse. C'est la valorisation minimale. C'est une valorisation en dessous de laquelle, même si en appliquant les 20%, on y arrive, on peut pas descendre aussi bas. Je ne vais pas développer le floor parce que c'est moins, si on avait plus de temps ou qu'on ne se parlait que du BSR, c'est un élément qui est moins discuté et qui peut vous embrouiller. Et on a d'autres choses à se dire, mais voilà en tout cas la différence entre le cap et le floor, c'est une bonne question. Vous savez que le discount, le cap et le floor que je n'ai fait que mentionner, c'est la partie émergée de l'iceberg du BSR. En fait, euh, il y a des points d'attention extrêmement importants avec le BSR et je ne vous en ai pas encore parlé et ils sont parfois mal maîtrisés. Vous savez, il y a des gens, des services en ligne parfois qui vous donnent la possibilité de faire. Parfois, il y a juste des erreurs, c'est mal fait et je vais pour que ce soit bien fait. Ah, je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est Pascal qui a, si vous voulez vous mettre en mute, Pascal, et peut-être que je ne suis pas avec le bon micro. Euh, alors, vos investisseurs, vous avez compris que vous leur donnez un bon pour action. Mais la question, c'est quel type d'action ils auront. Grâce aux formules mathématiques dont on vient de se parler, on va pouvoir calculer le nombre d'actions. Mais quel type d'action? Est-ce que vous savez qu'il y a des types d'actions? Est-ce que vous voulez mettre oui si vous le saviez ou non si vous ne le savez pas, auquel cas je présente le point. Donc, est-ce que vous savez qu'il y a des actions de préférence? Est-ce que vous savez ce que c'est? Enfin, c'est pas juste savoir que ça existe. Non. Alors, je présente le point. Pour l'instant, j'imagine que dans la plupart de vos sociétés, il n'y a que des actions ordinaires. Donc, toutes les actions ont les mêmes droits. Donc, si on a 1% de la boîte, bah, on a 1% des dividendes, on a 1% de la valo, on a 1% des droits de vote. Sachez maintenant que ce n'est pas une règle intangible. On peut faire des catégories d'actions. On peut expliquer qu'avec 1% de la société,
on obtient 99% des dividendes. On obtient 50% du prix de revente de la société. Et les investisseurs, quand ils investissent chez vous, ils vont vous demander des droits. Alors, j'espère pas aussi horrible que ce que je viens de dire, et j'espère qu'ils ne vont pas vous demander qu'en ayant 1% de la société, ils obtiennent 99% des dividendes de votre société, mais ils peuvent vous demander des choses. Notamment, ils vous demanderont si vous vendez la boîte, vous devez au minimum les rembourser ou au minimum les rembourser x2. Bon, en tout cas, il y a des catégories d'actions et donc ils auront des actions de préférence. Se posera donc la question auprès de vos investisseurs en BSR, est-ce qu'ils obtiennent des actions ordinaires, sans droit particulier, celles que vous avez, ou est-ce qu'ils obtiennent les mêmes actions que celles que vous avez vendues au deuxième tour de table, à la deuxième levée de fonds, celle qui a déclenché la conversion du BSR? En fait, je vais vous donner une image. Le BSR, c'est un bon pour. Vous avez compris, bon pour action. Vous payez et c'est un bon pour. Imaginez là que vous me donnez chacun 1000 euros. Et je vous dis bon pour un iPhone. Bah, c'est peut-être intéressant pour vous de savoir si vous allez l'iPhone 13 ou l'iPhone 8 ou l'iPhone 7. Parce que dans un cas, ça sera un peu l'arnaque. Dans l'autre cas, bah, c'est peut-être même la super bonne affaire parce que je vous rappelle que l'iPhone, ça peut coûter plutôt 1300, 1400 euros. Et c'est la même chose avec les types d'actions, le sujet actuel. Il faut dire quel type d'action l'investisseur aura. Parce que si vous lui donnez des actions ordinaires, il ne sera peut-être pas content quand il les recevra. Et les actions de préférence, c'est mieux pour lui, mais c'est peut-être moins bien pour vous. En tout cas, je mets sur le sujet le fait qu'il faut traiter ce point. Là, entre nous, je mets sur la table pas mal de points. Il faudrait qu'on ait plus de temps pour les détailler. Vous savez qu'on nous, on donne des office hours toutes les 2 semaines, donc n'hésitez pas à vous inscrire, hein. C'est du bénévolat, hein, donc vous pouvez vous inscrire gratuitement. Euh, si vous voulez qu'on continue des points. Mais voilà, là, je vous donne les thèmes pour que vous soyez bien renseignés. Et après, libre à vous de vous renseigner soit par vous-même, soit à un office hour ou sur Internet ou comme vous voulez. Ensuite, il faudra voir si la formule mathématique de conversion, on l'a fait en pleinement dilué ou non dilué. C'était mon premier sujet un peu compliqué qui n'est pas forcément facile à comprendre, mais je vous rappelle l'exemple. C'était hors taxe ou TTC, parce qu'à la fin, ça ne fait pas le même résultat. Sachez qu'il y a une embrouille sur ça et qu'il faut que ce soit bien vu. Donc, que ce soit vous, ou votre avocat ou votre associé qui le gère, fine, mais sachez que ça existe. C'est ce que j'avais expliqué au tout début. Donc là aussi, le sujet revient. Euh, euh, enfin, il faut bien voir qu'avec le BSR, votre investisseur n'a pas signé de pacte d'associé parce qu'il était juste investisseur d'un bon pour action. Un bon BSR inclut déjà l'engagement pour l'investisseur en BSR d'accepter de signer le pacte d'associé que vous lui transmettrez lors de la conversion. Si cette clause est manquante, elle est manquante dans plein de contrats qu'on revoit. C'est des contrats mal faits, il y a beaucoup de choses mal faites. Euh, le jour où vous convertissez le BSR, l'investisseur pourrait refuser de signer le pacte d'associés et dans ce cas-là, votre nouvel investisseur, celui qui a déclenché la conversion des BSR, pourrait refuser de faire la levée de fonds parce qu'en fait, il considère que puisque tous les associés n'ont pas signé le pacte d'associés, c'est trop dangereux. Je pourrais détailler pourquoi c'est trop dangereux, mais il aurait raison. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il manque cette clause dans votre contrat de BSR, euh, votre investisseur en BSR pourrait vous faire capoter votre prochaine levée de fonds, alors même qu'il a mis que 5 000 euros. Voilà. Je vais passer maintenant aux obligations convertibles. Les obligations convertibles, c'est l'ancêtre du BSR. En fait, les obligations convertibles, ça peut revenir au même que le BSR, c'est-à-dire vous prenez de l'argent et puis vous donnez un bon à quelqu'un et il aura des actions demain. Sauf que c'est un peu différent. Tout d'abord, comptablement, c'est de la dette. En fait, les obligations convertibles, c'est un prêt. Je ne sais pas s'il y en a entre vous qui ont déjà fait un prêt immobilier, un prêt à la consommation, un prêt pour acheter une voiture. Eh ben, les obligations convertibles, c'est des prêts. Donc, en fait, vous faites des prêts auprès de business angel ou VC ou corporate. Sauf que vous dites, je vous rembourserai non pas en argent, comme quand vous remboursez votre prêt immobilier, mais en actions. Et donc, en fait, tout ce que j'ai dit sur le BSAR est applicable ici aussi. C'est juste une autre manière de faire quelque chose d'assez similaire. La différence, c'est qu'il y en a un qui est plus récent que l'autre et il y en a un qui a un peu moins de formalisme. Le BSAR, c'est plus léger. Je simplifie un peu le propos. Je ne veux pas perdre tout le monde et je ne veux surtout pas faire un workshop de 4 heures alors qu'on n'avait qu'1 heure de prévu. Mais voilà les grands thèmes. Je voudrais voir avec vous maintenant le process d'une levée de fonds. Comment ça se passe? Par quoi on commence? Par quoi on finit? Alors, une levée de fonds, ça commence par, si on est organisé, une lettre d'intention. Une lettre d'intention, c'est un document qui fait entre 1 page et globalement 3-4 pages,
qui est votre roadmap de la levée de fonds. En fait, une lettre d'intention, term sheet en anglais, letter of intent, LOI, TS, c'est des synonymes. Dans le langage courant, ça serait une roadmap. C'est comme ça qu'en entreprise, on appelle cela. Ou un plan, si on est architecte. Euh, et donc, ça va détailler les conditions financières et juridiques de votre levée de fonds. On va dire la valo, on va dire quels droits on utilise, on donne aux investisseurs, quels droits, quelles obligations on leur fait porter, quels outils juridiques on utilise, est-ce qu'on est en valorisation pleinement diluée ou pas. Ça rassemble tous ces termes. Et donc, si vous levez avec des business angels, moi, je vous invite à être proactif là-dessus. Et avec votre avocat, à rédiger proactivement votre lettre d'intention, votre prospectus, et vous pouvez aller proposer au business angel la levée de fonds. Si vous levez avec des fonds d'investissement, ne vous fatiguez pas à le faire. Ils voudront jouer à domicile avec leur lettre d'intention et ne regarderont pas la vôtre. Si vous levez avec des corporates, c'est à double tranchant. Il y en a qui sont équipés, il y en a qui ne sont pas équipés. Donc, on commence par une lettre d'intention. Et après, cette lettre d'intention, elle est négociée. Tout se négocie. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allés, par exemple, au souk à Marrakech. Moi, j'aime beaucoup. N'acceptez pas le premier prix qui vous est proposé. C'est le jeu. Eh bien, c'est pareil pour la lettre d'intention. C'est le jeu. Il faut négocier. Si vous ne négociez pas, non seulement vous auriez des conditions catastrophiques, comme celui qui aurait accepté le premier prix qui lui est proposé par un commerçant du souk à Marrakech, mais surtout, vous allez vous décrédibiliser auprès de vos investisseurs, puisque en fait, ils vont comprendre que vous n'y connaissez rien, que vous n'avez aucun courage, et ça va leur faire peur, parce qu'ils vont dire, mais attendez, si avec nous, il est à côté de la plaque, il négocie rien, comment il fait avec ses salariés, avec ses fournisseurs, avec ses clients? C'est n'importe quoi. C'est pas un chef d'entreprise à qui je parle. C'est peut-être un chef produit, un super CTO, mais il s'est jamais mis à jour pour être chef d'entreprise. Et donc, il faut négocier cette lettre d'intention. Et moi, bah, c'est mon métier tous les jours de négocier ces lettres d'intention. Ensuite, si vous levez avec des investisseurs qui veulent faire un audit, une fois que vous avez signé la lettre d'intention, ils vont vous auditer. Donc, vous auditer, ça veut dire regarder vos documents juridiques, regarder votre technologie et donner ça à des experts, donc des avocats, des comptables, des experts informatiques, qui vont regarder ce que ça vaut. Et à la fin de l'audit, s'il est plutôt correct, et souvent ça va, et si ça ne l'est pas, souvent ils vous disent, bon, c'est pas grave, ok, l'électricité n'est pas aux normes, mais on la remettra aux normes après la levée, euh, il va falloir négocier les gros contrats. Donc les gros contrats, c'est quoi? C'est le pacte d'associés, c'est les déclarations et garanties si on vous demande de vous engager sur l'état financier et juridique de votre société, dire que par exemple, vous vous engagez sur le fait qu'il n'y ait pas de redressement fiscal, et pas de mauvaise gestion, etc., et qu'il n'y ait pas de problème avec les salariés. Et quand on est d'accord sur tous ces documents, on les signe. En général, maintenant, on signe tout par DocuSign. Ça, c'est le process très high level. Est-ce que vous avez des questions sur le process de la levée de fonds que j'ai essayé de décrire? Non? Alors, je continue. Je vois Oui, qu'il nous reste. Oui, bien sûr. une question. Ça veut dire qu'en fait, pour une startup, le principe, c'est que la lettre d'intention, elle va au-delà de ce qu'on veut vraiment récupérer, en fait. Je dis n'importe quoi, mais concrètement, vu qu'elle va être négociée, si je veux récupérer 500 000 euros et que je dis je veux 500 000 euros, bah, vu qu'elle va être négociée, enfin, j'aurai peut-être pas 500 000 euros à la fin. Tu as tout à fait raison. Alors, le montant récupéré, souvent, ce n'est pas le montant le plus négocié. Ouais, c'est plutôt la Parce qu'en valo. fait, et oui, parce que en fait, l'investisseur, il avait un budget. C'est la valo et c'est les autres termes. Donc là où tu as raison, moi, je prendrais plutôt l'exemple que tu cites sur la valo. Donc, si tu veux une valo à 10 millions, peut-être ne mets pas 10 millions sur ta lettre d'intention, mais peut-être 11 millions, 12 Ok, millions, tu vois. ok, ok. Voilà. Mais merci pour ton intervention, parce que ça met en lumière absolument la conclusion de ce qu'on se disait avant. Est-ce que tu as ou est-ce que quelqu'un d'autre a des interventions ou des retours d'expérience? N'hésitez pas. Alors, Euh, je continue avec quelques conseils, on va dire conseils de fin de workshop. Euh, Comment être prêt pour votre levée de fonds? Qu'est-ce que vous devez faire et pas faire? La première chose sur laquelle je vous invite à être au carré, c'est votre propriété intellectuelle. Euh, pour être au carré sur votre propriété intellectuelle, il faut se demander qui a développé votre propriété intellectuelle, si vous en avez. Est-ce que vous avez eu des développeurs informatiques? Est-ce que vous avez des designers? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait votre logo? Est-ce qu'il y en a qui ont fait votre charte graphique? Est-ce que vous avez des formules biologiques? Bon, beaucoup de propriétés intellectuelles que des startups font, c'est souvent du code informatique, c'est du design. Euh, il faut que vous soyez très vigilant sur le fait que
ce soit bien votre société qui en soit propriétaire. Sinon, votre société, c'est une coquille vide, elle n'est pas propriétaire de votre propriété intellectuelle. Soyez vigilant parce qu'il y a un cas qui est simple et après, c'est que des cas compliqués. Le cas simple, c'est si vous avez un salarié qui fait du code informatique. Là, vous êtes tranquille, vous n'avez rien à faire, c'est automatiquement transmis à votre société. Maintenant, si vous êtes dans un autre cas, un salarié qui fait du design, un stagiaire qui fait ce qu'il veut, un cofondateur, tiens, mon cofondateur, eh bien, si vous n'avez jamais fait de contrat de cession de droit d'auteur, cette personne, votre cofondateur, dans mon dernier exemple, est resté propriétaire de sa propriété intellectuelle. Vous n'en êtes pas propriétaire. Et vos investisseurs, ils vont vous dire, bah non, moi je ne signe pas tant que vous n'avez pas tout bien mis chez vous, dans la société. Et donc, il va falloir faire des contrats de cession de droit d'auteur. Le plus tôt vous le faites, le mieux vous êtes. Parce qu'en fait, ça, si vous n'arrivez pas à faire signer ces contrats à vos anciens stagiaires, à votre fondateur avec qui vous êtes brouillé, avec vos prestataires externes qui vous ont fait le site Internet, eh ben, ça va être très compliqué de lever. Et je vous donne un retour d'expérience, c'est que quand vous allez voir, souvent on a ces problèmes-là avec des prestataires, des designers souvent, et vous leur dites, ah, je suis en train de lever X centaines de milliers d'euros ou millions d'euros, et merci de me signer ce petit papier que l'avocat demande, cession de droit d'auteur. Il va vous dire, avec grand plaisir et félicitations pour votre levée de fonds. Vous n'oublierez pas ma facture complémentaire qui conditionne ma signature. Donc vous allez vous faire racketter de l'argent. Ça arrive très souvent, surtout avec le design, un peu moins souvent sur le code informatique. Vous ne voulez pas être dans cette situation-là, donc soyez au carré. Je sais que c'est très contrariant parce que vous, pour la propriété intellectuelle, vous nagez à contre-courant. Vous avez beau payer un stagiaire, payer un salarié, payer un prestataire de service, vous n'êtes pas propriétaire de ce que vous avez acheté. En fait, vous avez acheté juste le droit de le mettre à votre mur et de l'afficher. Donc c'est contre-intuitif, mais c'est pour ça que je commence par cela. Le deuxième point sur lequel vous devez être au carré, c'est votre table de capitalisation. Alors parfois elle est simple, il n'y a que vous et votre associé. Quand elle est un peu plus compliquée, vous avez déjà fait une première levée, il y a des stock options. Il faut qu'elle soit maîtrisée. Donc il faut qu'il y ait un Excel simple, clair et derrière des documents juridiques bien faits avec des PV d'AG clairs, des contrats de cession d'actions clairs et à jour sur qui a des actions. Un investisseur ne va pas investir dans une société si ce n'est pas qui est propriétaire d'actions dans cette société et si ce n'est pas clair. Ensuite, si vous avez des salariés, il faut que vous soyez bien sur la partie droit du travail. Le dernier conseil que je peux vous donner, j'en finirai par là, sur comment vous préparer sur la levée de fonds au plan juridique, c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas eu d'accident entre vous et votre cofondateur jusqu'à la levée de fonds. Vous allez dire, bah oui, c'est un peu bizarre, évidemment, s'il y a un accident. Bah, en fait, moi, ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'avez pas déjà un pacte d'associés entre vous, associés, quand bien même c'est un document qui est tout à fait optionnel au plan juridique, c'est un document indispensable pour la sécurité de votre société. Je compare le pacte d'associés à une police d'assurance. Là, c'est comme si vous aviez, si vous n'avez pas de pacte d'associés, vous êtes propriétaire d'un appart avec votre associé, vous n'avez pas pris d'assurance habitation. Donc, s'il y a le feu, s'il y a un énorme dégât des eaux, c'est un énorme problème. Ça peut vous coûter un peu de temps, un peu d'argent de faire un pacte. Normalement, c'est un investissement qui vaut totalement le coup. Parce que si vous avez un problème et que vous n'avez pas de pacte d'associés, votre cofondateur qui a un problème de santé, avec qui vous entendez plus, qui est défocus sur autre chose, qui veut remonter à un business concurrent. Mais vraiment, ça peut venir. Voyez-le comme un truc assurantiel. Ce n'est pas une question de ne pas avoir confiance dans votre associé. C'est le principe de prendre une assurance. Vous n'espérez pas, quand vous prenez une assurance santé, avoir un cancer. Vous espérez le faire pour rien. Par contre, si vous n'aviez pas d'assurance santé, ou vous cassez la jambe, eh ben, c'est catastrophique. Eh ben, c'est la même chose. Alors, sachez que dans le pacte d'associés, on va aussi se parler des bonnes nouvelles. C'est là où ce n'est pas 100% assurantiel. On va se parler de qu'est-ce qui se passe si on veut vendre la boîte, qu'est-ce qui se passe pour les rémunérations. Donc, vous allez aussi parler de sujets plus heureux, mais pour lesquels il faut vous aligner. Et nous, quand on fait des pactes d'associés, on a une première réunion, on passe entre 1 heure et 2 heures avec une dizaine de questions. On vous demande plein de choses sur votre société. On a toute une méthodologie sur votre philosophie d'associé. Et souvent, je ne veux pas dire souvent, je veux dire de temps en temps, eh bien, le fait de faire un pacte d'associés déclenche un divorce des associés prématuré. On a entre 5 et 10% des dossiers où on commence un pacte d'associés entre fondateurs où on ne va pas au bout parce qu'en fait, les associés ont décidé de ne plus travailler ensemble. Alors évidemment, quand on fait cet exercice, ce n'est pas le but de vous faire divorcer. Et on essaie, s'il y a des tensions qui apparaissent dans la vision, de trouver des points de raccord, justement. C'est à ça que ça sert de faire ça à froid et de manière préventive. Mais parfois, on découvre que, je prends un exemple très concret, il y en a un qui veut absolument vivre à New York et l'autre, il veut absolument vivre dans le Perche. Et or, il faut qu'on soit à côté, on veut être à côté, c'est irréconciliable. Et ben, ça ne sert à rien de continuer ensemble. Alors, ça, c'est un exemple un peu théorique,
Mais voyez l'idée. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'avez pas de pacte d'associés et qu'il y a un petit accident dans votre société, quelle que soit la cause, ça peut même être une petite maladie d'un des cofondateurs, et je ne vous parle pas d'une mésentente ou d'une fatigue ou d'un burn-out, ça arrive, euh, eh bien, votre société est morte. Donc, vous n'irez jamais à la levée de fonds dont on s'est parlé, tout simplement parce que vous n'aviez pas pris votre police d'assurance qui s'appelle le pacte d'associés. Donc, c'est sur ça que je voulais conclure sur le pacte d'associés. Et sachez qu'on a une vidéo sur YouTube qui tourne. Donc, si vous voulez mettre mon prénom et mon nom, normalement, ça monte sur YouTube. Vous mettez en plus pacte d'associés ou envoyez-moi un petit message, je vous l'enverrai. Voilà, moi, j'en finis là. Comme ça, je suis à l'heure. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn si vous voulez qu'on soit connecté. Comme ça, quand je pose des actus, vous pouvez les suivre. Envoyez-moi un message sur LinkedIn si vous voulez me parler. Prenez un office hour si vous le voulez également. J'en conclus par cela. Merci à vous.